Célestin Djamène, hier, quand je parle d'hier, ce n'est pas hier le 26, mais hier vous disiez que le président de la République, Paul Biya, n'est pas celui sur qui il faut compter. Vous avez critiqué le régime en parlant d'un statu quo. Aujourd'hui, vous estimez qu'il faut miser sur Paul Biya pour les 7 prochaines années, d'où votre adhésion au G20. Comment expliquer en français facile à un enfant qui ne comprend rien de la politique que hier vous soyez contre lui et qu'aujourd'hui vous décidiez de le soutenir? D'abord, en général, il faut dire en préambule que en politique comme ailleurs dans la vie, les analyses et les consciences évoluent. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui par rapport aux données que vous aviez ne l'est pas forcément demain par rapport à d'autres données. Donc ça, c'est un cas général. Maintenant, je pense qu'il faut bien comprendre que le choix d'un candidat est à la fois temporel et circonstanciel, et même contextuel. Nous sommes dans la version 2025 de l'élection présidentielle. Il y a en face du président sortant 11 autres candidats. La question qui se pose, de mon point de vue, est-ce que les 11 candidats sont-ils réellement des opposants? Est-ce qu'ils incarnent vraiment l'alternative, ou même, disons, à basse échelle, est-ce qu'ils incarnent l'alternance? Et la réponse à la question, à ces questions? Non. Le jour où on me démontrera que ces 11 personnes, disons 10 personnes sur 11, sont de vrais opposants, je peux changer les choix même demain. Mais pour l'instant, quand j'ai vu le tableau qu'il y a devant moi, c'est-à-dire que les 11 candidats, et en face duquel il y a le président de la République sortant, j'ai fait un choix relatif, pas dans l'absolu. C'est-à-dire que pour moi, le candidat le moins mauvais, le plus crédible à l'heure où je vous parle, c'est bien Paul Biya. Je ne pense pas que l'ancien ministre du Tourisme ou bien M. Issa Chiroma soient pour moi des opposants. C'est les gens qui ont berné les gens pendant au moins une vingtaine d'années pour M. Chiroma et une trentaine d'années pour M. Bello. Et puis tout d'un coup, comme un cheval blanc, ils sortent, ils prétendent qu'ils peuvent sauver le peuple. Ils avaient le pouvoir dans le gouvernement, ils n'ont pu rien faire. Même pas dans leur circonscription de base. Ils n'ont pu rien faire. Les témoins sont là. Ils ne peuvent pas venir aujourd'hui nous faire croire qu'ils sont devenus des messies pour le peuple camerounais. C'est complètement faux. Moi, ma petite idée, c'est que c'est les personnes qui sont habitées depuis fort longtemps par une approche, un paradigme de la politique nord-sud. Dans leur esprit, le président Ahidjo a donné, entre guillemets, le pouvoir en 1982 à un homme du Grand Sud. Il est temps maintenant que le pouvoir revienne au nord. D'ailleurs, la preuve, c'est que les dernières sorties de pré-campagne se passent uniquement dans une zone bien précise. La preuve que eux, ils sont habités par le fait que le Cameroun, en termes de pouvoir, doit revenir se recentrer vers le Grand Nord. Mais ces deux ne sont pas les seuls candidats. Sur la liste des 11, oui, il y a ceux qui étaient candidats déjà en 2018. Il y a, je ne suis pas sûr que ces personnes-là auxquelles vous faites allusion n'aient pas d'acquaintance profonde avec le système. Je ne vais pas citer ici, rentrer dans les détails, mais sur les 11 candidats face au président Paul Biya, il y a au moins 10 qui ont des connivences assez profondes avec le système, soit par des prébendes dont ils ont bénéficié, soit par des facilités qu'ils ont eues, par des avantages qu'ils ont reçus du système. Donc pour moi, ils n'incarnent pas à mes yeux de vrais opposants, des opposants de la rupture. Dans ce cas-là, je considère donc qu'il y a d'un côté un produit authentique, qui est l'original, et de l'autre des produits contrefaits, des produits qui sont en fait, comment dirais-je, des produits de contrefaçon. Pour moi, c'est un peu comme le cuir et le sky. Moi, je préfère le vrai cuir authentique au sky. Donc, pour moi, ces gens-là, ils ne sont pas l'incarnation de la rupture pour moi. Donc, en conséquence, ceux qui les ont nourris, d'ailleurs, un exemple très rapide, hier et avant-hier, vous avez vu que le déploiement des voitures de pré-campagne de monsieur, comment on appelle, Bello Bouba, c'est les voitures de la fonction publique, les voitures de fonction qu'il avait. Or, il a quitté le gouvernement, il était censé restituer ces voitures-là. Donc, vous voyez, ça symbolise un petit peu la duplicité du personnage. Il n'y a pas que lui, M. Chiroma pareil. M. Chiroma n'était pas un homme très fortuné quand il est entré au gouvernement en 92, et puis ensuite en 99, et ensuite en 2019. Donc aujourd'hui, l'argent qu'ils ont accumulé, c'est bien le fait de leur carrière offerte par le président de la République. Donc ils sortent, non pas parce qu'ils sont animés par un besoin de changement, mais par un besoin de remplacement. Nous voulons une rupture dans le sens que, aujourd'hui, le Cameroun souffre des maux profonds. C'est pour ça que mon choix, il est dans la relativité et pas dans l'absolu.
Donc parmi ces 12-là, j'ai considéré en mon âme et conscience qu'aujourd'hui, le moins mauvais, le plus crédible de tous ces gens-là, c'était le président de la République. Trois autres éléments qui m'ont... Vous parlez du moins mauvais. Donc, oui, j'ai pris le 12, c'est une élection précise, 2025. Vous estimez qu'il est quand même mauvais? Il est, pour moi, le plus crédible des 12. Pourquoi? Parce que, premièrement, en matière de mouvements, de géopolitique, de géostratégie internationale. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des mouvements très forts en Afrique de l'Ouest, avec l'AES qui est en train de redessiner la carte de l'Afrique. Vous avez aujourd'hui, dans le monde occidental, le conflit entre l'OTAN et la Russie, autour d'un sujet qui concerne l'Ukraine. Et le président Biya, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, il est parti en pleine guerre signer les accords militaires avec la Russie. Il a plutôt renouvelé, alors même que dans le paradigme normal, il aurait pu s'aligner derrière la France, qui était l'ancienne puissance tutélaire. Mais il a fait un pied de nez, en quelque sorte, en pleine guerre. D'aucuns disent qu'il y avait de la provocation, mais je considère que c'est un acte de panafricanisme assez profond. Parce que finalement, il démontre par là une certaine souveraineté de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Autre chose, Monsieur François Fillon, je termine là-dessus. Oui. Monsieur François Fillon, même si je voulais vous relancer, comment parler de panafricanisme lorsque on reste tout de même dépendant des autres, hein, forcément? C'est pour ça qu'on est en train d'en sortir. Et je voulais parler justement des accords qui fondent le néocolonialisme, c'est-à-dire que les accords coloniaux, qui datent depuis 1944, entre la France et l'Afrique francophone en particulier. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en 2009, d'ailleurs, M. François Fillon, qui a été le Premier ministre de la France sous la présidence de M. Sarkozy, est venu pour renouveler ces accords. M. Biya lui a opposé un non poli. Donc ces accords sont enterrés. Et je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, qu'en 1945, il était question que le sous-sol de l'Afrique francophone appartienne à la France. Ou alors, quand il le prenait, il donnait un montant symbolique. Il était question que la France encadre l'armée camerounaise et puis vienne en secours en cas de problème aux chefs d'État africains qui étaient en difficulté. Donc aujourd'hui, les accords sont bannis. La France n'a plus cette chape de plomb qu'ils avaient sur l'Afrique. Et récemment encore, M. Macron, quand après la commission mixte franco-camerounaise, il y a eu enfin pour la première fois d'un président français la reconnaissance du génocide en pays bamileke et Bassa. Aucun président français ne l'avait reconnu. Il l'avait toujours nié. Donc j'estime que c'est très important. Pour finir, il y a mieux encore. Même si certains estiment que la reconnaissance n'est pas suffisante. Non, il s'est engagé à réparer. Merci Célestin Djamène. On a pu avoir le père Ludovic Lado par Zoom. Mon père, bonsoir. Merci d'avoir accepté de participer aux échanges de ce soir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, le G20 a de nouveaux adhérents. 15 partis politiques qui ont rejoint le groupe des partis politiques de l'opposition qui décident de soutenir, de porter la candidature de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Vous comprenez cette position de ces partis de l'opposition-là? Comment on arrive à changer, entre guillemets, d'idéologie en si peu de temps, selon vous? C'est justement ça la vraie question, c'est que au fond, la politique au Cameroun, est-ce qu'elle est basée sur les idéologies? Je ne le pense pas, parce que au rythme où les gens changent de couverture politique, on se demande quelles sont leurs convictions. Est-ce que les hommes politiques au Cameroun ont des convictions politiques, ont des idéologies politiques qui motivent leur positionnement? Ça ne semble pas être le cas. Donc, je comprends pas très bien ces nouvelles adhésions au G20, même si c'est de leur droit. Et si je devais simplement reprendre le cas de Monsieur Djamène qui vient de s'exprimer, eh bien, quand on regarde sa trajectoire politique, elle est impressionnante du point de vue justement des repositionnements. Parce que il y a quelques années, il était pratiquement dans l'opposition de la rupture et aurait même pris des balles pour cela.
aujourd'hui, et il rejoint le système de répression dont il a été victime hier. Encore une fois, c'est très difficile à comprendre si on s'inscrit dans la logique de la cohérence. Mais on me dira peut-être qu'il n'y a pas de cohérence en politique, sinon la politique même de l'incohérence. Maintenant, rejoindre le G20 qui soutient le candidat Paul Biya, encore une fois, je veux comprendre. Je me demande si, encore une fois, c'est pas moi qui pose les questions, mais je m'interroge. Si Monsieur N'Djamène a une entreprise, est-ce qu'il peut confier la gestion de cette entreprise à un homme de 93 ans? Et s'il ne le peut pas, comment peut-il rejoindre une dynamique qui entend confier tout un État à un homme de 93 ans? Je veux bien comprendre quand ils disent c'est le moins mauvais des candidats, mais bon, moins mauvais du point de vue de quel bilan, vous voyez? Parce qu'on peut pas en même temps dire qu'on reste dans la logique de la rupture, alors qu'on a plongé corps et âme dans une logique de continuité. Monsieur Biya est là depuis une quarantaine d'années. Regardez dans quel état se trouve le Cameroun. Est-ce que Monsieur N'Djamène et bien d'autres le rejoignent dans le train, dans ce nouveau train? Parce que bien évidemment, comme beaucoup de Camerounais se le demandent, est-ce qu'il y aura une élection libre et transparente au Cameroun demain? Pour ma part, je fais plutôt une lecture très pragmatiste de ce revirement. Quand je dis très pragmatiste, ça veut dire que les acteurs font une lecture très simple. Et c'est ce que le ministre Jean de Dieumomo avait fait il y a quelques années, c'est de se dire, à la lueur où vont les choses, ce pouvoir ne sera pas, c'est pas demain que ce pouvoir sera entre les mains de l'opposition. Autant se repositionner. Peut-être qu'en se repositionnant, on peut profiter de quelques miettes. Ça, c'est ma lecture. Avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, c'est du pragmatisme, ça existe. Il y a des hommes qui font de la politique, qui font du pragmatisme leur idéologie politique. Et à ce moment-là, si le pragmatisme est votre idéologie politique, eh bien, vous pouvez vous repositionner à tout moment en fonction de vos intérêts, qui ne sont pas nécessairement les intérêts des Camerounais. Père Ludovic Lado, au sein du G20, on estime, et d'ailleurs Célestin N'Djamène l'a dit ici tout à l'heure, on estime que aucun des 11 candidats de l'opposition n'en est un, en fait, ne représente valablement l'opposition. Aucun d'eux n'est véritablement un candidat de l'opposition, donc ne peut faire le poids devant le candidat du RDPC. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, ça, c'est faire de la sociologie électorale. Alors, la question que je me pose, parce que j'ai pas encore vu un de ces membres du G20 organiser un vrai meeting politique qui permettrait de peser son poids politique sur le terrain. Et donc, la question fondamentale que je me pose, au-delà du nombre d'acteurs politiques qui rejoignent le G20, que pèse le G20 sur le terrain politique? C'est ça c'est la grande question qu'il faudra peut-être se poser. Encore une fois, j'ai pas d'élément d'appréciation parce que j'ai pas vu un de ces partis-là vraiment tenir un meeting politique qui permettrait de dire, eh bien, ils font foule, n'est-ce pas, et qu'ils arrivent à mobiliser. Et je crois plutôt que le G20 participe encore une fois d'une logique à laquelle nous sommes très habitués dans notre pays. C'est la logique de l'esbrouf, c'est-à-dire que ça traduit plutôt, si vous voulez, ça traduit plutôt la panique, à mon humble avis, du camp d'en face. Parce que quand un candidat est sûr de lui,
quand un candidat est sur lui, on ne multiplie pas les motions de soutien, on ne multiplie pas les réunions avec les élites, parce qu'encore une fois, chaque élite ne pèse qu'un seul vote dans l'isoloir. Et donc, par conséquent, je crois que si on faisait vraiment, si le RDPC était très sûr de lui, il ferait campagne simplement et irait aux élections. Mais la démarche du G20 n'est pas à l'initiative du RDPC, du comité central du RDPC ou même du gouvernement. Oui, madame, mais le G20 de 2017-2018, qui l'avait piloté, on a vu le ministre Laté s'activer à mobiliser les membres du G20 à l'origine. Et donc, par conséquent, cette main invisible me semble être encore à l'ordre du jour, surtout quand on voit comment le MINAT s'agite, n'est-ce pas, pour s'assurer que son candidat sera élu au lendemain du 12 octobre. Eh bien, on craint justement que l'élection vers laquelle on s'achemine ne soit vraiment pas libre et transparente. Encore une fois, on a vu ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Et quand on mobilise le faux, si vous voulez, quand on mobilise le faux pour exclure un candidat, ça craint. Et je voudrais terminer peut-être sur ce point en disant que, en réalité, je crois que M. N'Djamène était sur la bonne voie quand il s'est porté candidat. Et on ne peut pas se porter candidat, ça veut dire qu'on se considère comme une alternative. Il y a juste quelques semaines, il était candidat. Mais son dossier a été rejeté. Il a été disqualifié. Certaines des raisons pour lesquelles il a d'ailleurs été disqualifié m'ont beaucoup surpris, parce que l'une des raisons, c'est qu'il n'arrivait pas à prouver qu'il était inscrit sur les listes électorales. Bon, ça, je ne sais pas si c'était une erreur de la commission électorale, mais sinon, il était sur la bonne voie. Il doit aspirer plutôt à remplacer M. Biya et non pas à le soutenir. Et donc, je ne comprends vraiment pas ce revirement, si ce n'est, encore une fois, comme je l'ai dit, pour des raisons très dramatiques de politique politicienne. C'est que M. N'Djamène a perçu qu'il va être difficile pour ceux d'en face de battre M. Biya dans les urnes, comme d'habitude, et par conséquent, il vaut mieux être avec que d'être contre. Il a réagir à la suite du père Ludovic Lado, qui estime que vous avez retourné votre veste. Parce que justement, parmi les raisons, celle du rejet de votre candidature par le Conseil électoral, parce qu'il faut rappeler que vous étiez candidat à la candidature pour votre parti politique à part. Votre dossier a été recalé pour 4 motifs. Absence de certificat de versement du cautionnement, absence d'attestation d'inscription sur les listes électorales, absence de déclaration sur l'honneur et absence des 300 signatures légalisées, parce que justement, la part n'avait pas d'élu. Bien, alors tout d'abord sur la question des motifs de rejet, il faut rappeler très rapidement que je crois que Elecam, malheureusement, est quand même infesté, si j'ose dire, c'est un mot peut-être un peu fort, de quelques personnes très incompétentes. Je prends l'exemple très simple sur l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Je leur ai fourni ce qu'il fallait. Ils ont coché dans leur PV, ils ont un PV, il y a des cases qui cochent. Ils ont coché. Sur la déclaration sur l'honneur, ils ont coché. Ils m'ont remis un exemplaire, c'est à la maison. Je ne comprends pas comment dans leur motif public qu'ils ont annoncé, ils mettent ces choses qu'ils ont eux-mêmes cochées, qu'ils ont reconnu avoir reçues. Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Maintenant, sur les deux autres, effectivement, sur la question de la candidature indépendante, parce qu'en vérité, APAR a été créé après les élections couplées, donc forcément, on n'a pas pu avoir d'élus. Et donc, on exige 300 élus, comme vous le savez. J'en avais 300 signatures. 300 signatures, oui, 300 signatures, je voulais. Et donc, moi, je les avais 309. Mais le problème, c'est qu'ils ont un formulaire spécifique ad hoc avec à le eux, quota, qui m'ont remis très tardivement. Il fallait les légaliser avec ce formulaire. Vous voyez, j'avais les 300 signatures. Mais ils avaient voulu qu'on les introduise dans leur formulaire à eux. Donc, du coup, comme c'était pas le cas, ils ont coché la case parrainage 00.
sur le virement. Il y a eu un problème de virement pour les 30 millions. Il y a eu des complications, je le reconnais évidemment. Il ne pouvait pas, sans preuve absolue, à l'heure où je l'ai posé, le 26 juillet, date de l'annonce des candidats retenus, il ne pouvait pas faire du miracle, je le reconnais. Mais sur les 3 motifs, en vérité, c'était du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Mais la candidature, elle visait à challenger le candidat du RDPC, peut-être le remplacer, le succéder, ou simplement le soutenir à un moment donné du processus électoral. Une fois que la question est reconnue, mon dossier n'a pas été retenu certes, mais fallait-il pour autant que je restât passif, indifférent par rapport à l'élection de 2025? Je pense que je suis un acteur politique quand même, peut-être pas majeur, mais à ma modeste place, qui essaie d'apporter un peu à l'évolution de la politique dans mon pays, et j'avais le devoir, dans ma conscience, de prendre position. Moi, j'aime pas la neutralité. J'estime qu'elle est hypocrite, elle n'existe pas la neutralité. Donc, je devais prendre position pour un candidat ou pour un autre. C'est ce que j'ai fait. Je n'aime pas l'indifférence. L'indifférence, c'est une espèce d'hypocrisie contenue. Et moi, en politique, il faut faire avancer le débat. Donc, en même temps, je rappelle que soutenir un candidat, c'est pas s'allier à un parti politique. Je comprends très bien que M. Biya est investi par son parti, c'est vrai, puisque la loi l'exige. Mais en même temps, le G20, qui est une dynamique, c'est un groupe de leaders politiques de l'opposition qui ont décidé, en leur âme et conscience, de soutenir quelqu'un. Un individu, en l'espèce le président sortant, le candidat Paul Biya. Pourquoi? Tout à l'heure, je l'ai dit. J'ai eu le panel des candidats, il y en a 12. Si j'avais la conviction que les 11 face à Biya étaient des opposants, naturellement, ma famille, c'est l'opposition. Mais vous aurez pu faire partie des 11 en même temps. Vous aurez pu faire partie des 11 candidats et quelqu'un d'autre vous aurait considéré oui, comme mais je viens de dire que j'étais recalé, vous l'avez dit vous-même. Et donc, étant recalé, il faut bien être réaliste et pragmatique et choisir. Je ne choisirai jamais M. Bello, M. Chiroma ou M. Kabralibi. Pour moi, c'est la copie. C'est les gens qui ont dû leur facilité, leur prébande, les subventions, leur avantage, leur avancée de carrière, grâce à un système. Ils ne représentent donc pas, pour moi, l'incarnation de la rupture et du changement. Donc il fallait que je fasse un choix centré sur l'élection 2025, encore une fois. Alors quand on parle de retournement de veste ou de retournement de cerveau, je pourrais dire qu'il y a une glaciation du cerveau de la part de ceux qui me critiquent. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans d'un système qui évolue et qui recule, qu'on soit dans une situation, comment dirais-je, monolithique, figée. La vie est totalement dynamique. Elle est dynamique. Je veux dire que vous avez devant vous un panel de candidats. Vous vérifiez quels sont ceux qui prétendent incarner le changement dans ce pays. Le fait qu'on étiquette quelqu'un opposant ne veut pas dire que c'est un opposant. Est-ce que Bello Bouba, qui aujourd'hui fait campagne avec les voitures de l'État, est un opposant? Il a passé 30 ans au gouvernement. Premier ministre d'Aïdjo, premier ministre de Paul Biya, ministre d'État, pendant 30 ans. Il découvre un beau matin que M. Biya est un diable, à quelques mois de l'élection présidentielle. Et il prétend qu'il est le nouveau cheval blanc de l'opposition. Vous y croyez, vous? Soyons sérieux. M. Chiroma, c'est pareil. Il a été 20 ans au gouvernement. 92, 96, 2019, 2025. Voilà. Donc, pour moi, il faut faire une analyse ciblée. C'est un choix. Bien sûr, quand on dit que le G20 soutient un candidat, le G20 n'a pas forcément une stratégie indépendante de battre campagne tout seul. Tout dépend de l'alliance. Parce qu'en vérité, chacun vient avec ses motivations. Le but, c'est de soutenir un candidat. Le RDPC, peut-être, certains d'entre eux n'ont pas intérêt à voir le G20. Parce que peut-être que dans leur esprit, ils estiment peut-être que, voilà, nous venons entre guillemets, grignoter leur petit biscuit, dont il y en a beaucoup qui pensent que le G20 vient mettre un peu le sable dans le tapioca. Donc il faut bien comprendre que c'est un regroupement de personnes qui n'ont passé aucune alliance avec le RDPC. Moi, je suis président de la part. Ça veut donc dire que j'ai mon autonomie. J'ai choisi. Bien sûr, il y a un porte-parole du G20 qui organise tout ça. Le moment venu, on pourra peut-être jumeler la campagne avec le RDPC, mais on n'a pas encore décidé. Dans quelques jours, ça va se savoir. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le G20, c'est une volonté du président de la République qui a voulu sortir le carcan du RDPC.
Il a le droit. C'est pas tellement pour l'effectif de cette partie-là. Et je crois qu'en ce sens-là, M. Tchapi peut avoir raison. Mais je crois que lui, dans son esprit, il voulait montrer aux yeux des Camerounais et aux yeux du monde que sa volonté de rassemblement s'étend au-delà du RDPC. Donc, si on voit ça sous le prisme de la démographie de chaque parti, ça ne donne pas. Évidemment, si Jean de Dieu Momo n'était pas ministre, il aurait pu en trouver aussi au sein du RDPC. Mais c'est une volonté de sa part, qui a été managée à l'époque par M. Atangadji, évidemment, mais sous sa houlette. C'est lui qui l'a voulu. Et parfois même contre ses propres partisans. C'est une volonté du chef de l'État. C'est pas une volonté du comité central. Le comité central s'est incliné devant le choix du président. C'est ça le G20. Et je vous ai expliqué encore une fois, ce n'est pas un retournement de veste, c'est du pragmatisme pur. Ces gens-là sont peut-être plus dangereux que Paul Biya. Il faut faire très attention. Parce qu'on analyse les choses de manière tout à fait générale. Et c'est pas bien, c'est dangereux. Moi, j'estime que M. Belobouba Margari, M. Chiroma, qui sont vous faites une fixation sur ces deux candidats particulièrement. Oui, parce que c'est ceux qui sont chouchoutés par au moins 4 fois. Parce que c'est les gens qui sont... Mais il y a Pierre Kouemo, il y a le candidat du PAL. Oui, mais dans une compétition, il y a toujours, on va dire, la tête de peloton qui est mise en avant, soit par les sondages qui n'existent pas, tout à fait, mais les gens, dans les commentaires, semblent la mettre en avant, en tête de liste, dans la shortlist. Moi, j'ai dit non. C'est des gens qui ne me ressemblent pas. Ce ne sont pas des opposants. D'abord parce qu'ils ont servi le régime pendant de très nombreuses années. Ils auraient pu savoir ou dû savoir qui était Paul Biya avant de le traiter de diablotin 30 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Ça n'a aucun sens. Ça ne peut pas être un retournement de veste. C'est un choix tout à fait réaliste, pragmatique, de choisir celui qu'on connaît avec les qualités que j'ai évoquées, c'est-à-dire que au niveau de ma sensibilité panafricaniste, j'ai choisi, comment dirais-je, d'arrimer cette sensibilité aux actes posés par le président sortant. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont bénéficié des députés, par la grâce du RDPC, ils ont bénéficié des voitures de fonction, avec laquelle d'ailleurs ils battent pré-campagne aujourd'hui, ils ont bénéficié d'une certaine fortune. Ils le doivent tout à leur créateur. Alors ces créatures, entre guillemets, ne peuvent pas mériter le label d'opposant. C'est faux. Il y a une question qui reste en suspens, maître Narcisse Zébazé, avant de prendre le père Ludovic Lado. Où était le G20 depuis? Puisque après l'élection de 2018, les membres ont disparu. Bon. Ils sont présents, mais il n'y a pas eu d'activité officielle et tout. Ou alors simplement le groupe apparaît lorsqu'il y a élection présidentielle, fait une sortie, décide de soutenir le président de la République et après retourne dans sa cachette. Comment dit ça, définit les choses, le groupe, le G20. Le G20, je vous ai dit que c'est un groupe qui a été créé en 2018 dans l'initiative de soutenir la candidature du président Paul Biya. Vous soutenez l'homme ou vous soutenez le régime, le système ou le parti? On soutient l'homme. C'est le candidat, l'homme. C'est pour dire quoi? Comme le grand frère ne fait que dire, ça ne veut pas dire que nous sommes alliés au RDPC. Attention. C'est ce il faut très bien qu'on se comprenne. De toutes les façons, en 2026, nous serons contre le RDPC, puisque le PADEC va regagner sa chapelle. Pour les élections locales. Pour les élections locales. Donc il faut comprendre que c'est le contexte, c'est les circonstances qui font que lors des élections présidentielles, on regarde, on examine les candidats. Et il se trouve qu'en 2025, parmi les 11 ou les 12 candidats, nous ne trouvons pas un candidat à même de mener ce pays où nous voulons, où nous, le groupe de G20, nous voulons. C'est pour ça, voilà la simple raison. Ça ne voudrait pas dire que nous avons fait des mariages avec le RDPC ou bien que nos idéologies, les idéologies de chaque parti ont changé. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est un soutien de circonstance. Mais si vous pouvez me reprendre, madame, deux secondes. Une coalition, elle est temporelle et cyclique. Tous les 7 ans, le G20 se réunit pour les élections présidentielles. C'est pas pour les locales. Comme l'a dit M. Zébazé. On est d'accord. Bon, voilà. Donc, par conséquent, si on est d'accord. Et le G20 soutient le candidat. Si on est donc d'accord, ça veut dire que tous les 7 ans, on apparaît.